présenter rapidement CGE quand même pour que vous sachiez un peu où vous êtes. On ne va pas faire long, mais il faut quand même un peu le faire. Donc on peut dire que notre point de vue peut se synthétiser comme ça en disant que c'est le rôle de l'école de contribuer à réduire les inégalités sociales. Et donc c'est effectivement un point de vue de départ qui implique beaucoup de choses en fait sur nos positionnements, qui explique beaucoup de choses. Et ça explique aussi qu'on est un mouvement socio-pédagogique, ça veut dire qu'on est aussi militant, et ça veut dire qu'on est là aussi pour agir à trois niveaux. Sur le plan politique, et là on peut dire que CGE s'est beaucoup renforcé sur le plan politique ces dernières années, avec la volonté de dénoncer ce qui ne va pas, de devenir une force de proposition et d'être un acteur de changement. Et donc ça demande pas mal de boulot, beaucoup de réflexion, et toujours en partant de notre réflexion sur ce qui se fait sur le terrain, ce qui doit se faire sur le terrain, et ce dont on a besoin dans les classes, etc. Alors on agit aussi au cœur de la classe, là où on est, de réfléchir ensemble sur les pratiques, sur nos pratiques, et agir là où on est, c'est-à-dire dans nos classes pour certains, d'autres comme moi, donc je vous dirai tout à l'heure, je suis chargé de mission sur le pacte d'excellence pour la FGTB, donc j'agis là comme je peux. On en reparlera d'ailleurs. Et faire connaître, proposer des façons d'enseigner qui prennent en compte la diversité des origines sociales des élèves, puisque c'est un des grands manques dans l'enseignement, et c'est pour nous en fait un objectif central. Et puis, sans oublier, dans la relation entre les familles et les acteurs éducatifs de l'école et des associations, c'est-à-dire qu'en fait, on œuvre à établir des partenariats où chacun trouve sa place, et c'est un sacré boulot aussi. On n'a pas le temps de vous parler de ce que CGE fait dans le cadre d'une coalition avec les parents des familles populaires, mais donc voilà, on est fort engagé à ce niveau-là. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a une chose à faire absolument, c'est s'abonner à Trace. Si vous ne l'êtes pas encore, il y aura moyen de le faire après. Et consulter le site aussi, c'est une mine en fait, puisque beaucoup d'articles sont sur le site, vous avez les archives, vous avez toutes nos activités, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir le site de CGE. Alors les apéros d'éducation, c'est une des nouvelles, entre guillemets, activités de CGE. Ça a quand même combien de temps? Moi j'ai 2 ans. Ouais, ça va vite, c'est incroyable. Alors, le but, c'est pas de montrer des bonnes pratiques et de dire voilà, c'est ça qu'il faut faire, ou d'inviter des gens merveilleux qui vont vous dire moi j'ai trouvé la solution, faites comme moi et tout ira bien. Le but, c'est évidemment, comme on l'a dit, de réfléchir ensemble sur nos pratiques et sur ce qui se passe sur le terrain. C'est aussi nous renforcer, essayer d'échanger, de trouver des arguments, de revoir nos positions en fonction de ces échanges-là, donc pour agir là où nous sommes. Et pour nous, le thème du travail collaboratif s'imposait parce que c'est notre conception en fait de la formation des enseignants en fait. Donc d'abord, c'est le travail collaboratif entre enseignants, mais c'est ce qui fait qu'on va se former, se transformer, évoluer avec les autres en collectif. C'est-à-dire que les changements de posture qui sont nécessaires pour que les choses changent vraiment sur le terrain, mais sont en fait des changements qui ne peuvent pas s'opérer individuellement, qui nécessitent les échanges et qui nécessitent du travail et des décisions collectives. Et donc, le travail collaboratif, c'est une vieille revendication de CGE, on en parle depuis, en tout cas depuis que moi j'y suis, c'est assez longtemps. Pour nous, le métier d'enseignant, c'est un métier collectif, de praticien réflexif et de praticien chercheur, toute chose qui implique le travail en équipe. Et donc pour nous, le travail collaboratif, c'est évidemment organique, c'est-à-dire que ça ne peut pas ne pas exister, il faut que ça existe, c'est un des leviers qui pourra faire changer les pratiques. Ça va, tout le monde m'entend? Alors aujourd'hui, on a 3 intervenants, on va faire assez vite, mais parce qu'on veut surtout, j'ai dit, des échanges. Et à 3, si on met chacun 1 heure, après on pourra se dire au revoir. Donc on va essayer de tenir 20 minutes chacun. Donc il y a d'abord moi, donc je suis militant CGE, chargé de mission pour la FGTB, sur le pacte d'excellence. Et donc je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire du travail collaboratif et de ce qu'il en est prévu dans le cadre du pacte d'excellence, et pourquoi est-ce qu'il est apparu comme ça dans le pacte d'excellence. Et puis, on aura Tanguy Pinsteren, qui est directeur du lycée intégral Roger Lallemand. Pour
ceux qui ne connaissent pas, c'est une école qui vient de démarrer, qui a vraiment un point de vue pédagogique extrêmement intéressant et il faudra qu'on travaille même. Sinon, je vais commencer à raconter le lycée. Et puis, Nicolas Van de Broek, qui est instituteur à l'Institut de la Sainte Famille à Scarbeet et qui va nous parler de son expérience du travail collaboratif. Alors, dans le pacte, quels enjeux avec ce travail collaboratif? Alors, je commence par quelque chose qui est vraiment compliqué et avec lesquels certains d'entre vous sont déjà avec les mains dedans, c'est les fameux plans de pilotage. Alors, je ne vais pas vous faire tout, parce que ça, pour expliquer ça vraiment, il faudrait vraiment beaucoup de temps, mais essayez de vous faire comprendre quand même l'enjeu qui est derrière. L'enjeu, c'est que le pouvoir régulateur, c'est-à-dire en fait les cabinets, ceux qui décident de ce que devrait être l'enseignement public, puisque c'est quand même de l'argent public qui finance l'enseignement, même s'il y a plusieurs réseaux, etc., et de faire en sorte qu'il ait la possibilité non seulement d'émettre des objectifs généraux, mais d'être capable de contrôler le fait que ces objectifs généraux sont bien intégrés dans les écoles et dans ce que les écoles veulent faire. Et donc il y a une volonté de contrôle plus rapprochée au niveau des établissements, qui implique que le pouvoir régulateur dans des zones va nommer des directeurs de zone qui vont être aidés de DCO, qui sont les délégués au contrat d'objectifs, et délégués au contrat d'objectifs qui auront une trentaine d'établissements sous leur responsabilité et qui vont contrôler dans quelle mesure les plans de pilotage que vous voyez là des établissements entrent bien dans les objectifs généraux, mettre bien en œuvre des stratégies pour atteindre les objectifs généraux, et s'ils n'y arrivent pas, voir pourquoi ils n'y arrivent pas et comment on peut essayer de changer leur stratégie pour qu'ils y arrivent. Et donc c'est vraiment dans cette logique-là. Les fédérations de PO ont un rôle d'accompagnement, c'est-à-dire qu'en fait ils ont reçu une flopée de conseillers pédagogiques qui vont pouvoir aller dans les écoles, expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire comment on fait un plan de pilotage, etc. Évidemment, il y a beaucoup, vous voyez tout de suite on pourrait parler, développer tous les enjeux qu'il y a sur les rôles des uns et des autres là-dedans. Mais il y a pour moi quelque chose d'important, c'est que ça va remettre, l'objectif c'est de remettre de l'autonomie au niveau de l'établissement, c'est-à-dire responsabiliser en quelque sorte les enseignants, l'équipe éducative au sens large, sur ce qu'on fait dans une école et comment est-ce qu'on fait pour atteindre les objectifs généraux qui nous sont fixés. Et dans les objectifs généraux, un des gros espoirs, c'est qu'on mette le paquet sur la question de l'hétérogénéité sociale et de la lutte contre les inégalités. Voilà, donc le combat continuera, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura les plans de pilotage, il faudra encore veiller à ce que dans les établissements et que le pouvoir régulateur veille bien à ce qu'on continue à lutter contre les inégalités. Ce n'est pas une certitude, c'est une possibilité grâce à ce dispositif. Alors l'autonomie dans l'établissement, mais ça peut vouloir dire deux choses différentes. Ça peut vouloir dire que l'établissement est autonome, mais qui continue à fonctionner avec une direction verticale et un PO vertical qui dit ce qu'il faut faire et qui considère les enseignants comme exécutants. Et donc il y a aussi quelque chose, un enjeu à mobiliser les enseignants autour du plan de pilotage, du travail collaboratif, de ce qu'on appelle dans le pacte le leadership pédagogique partagé, qui veut dire qu'en fait, le rôle de la direction est plus vu comme un rôle d'animation d'une équipe dans lequel il sait voir à qui il peut donner des responsabilités pour organiser le travail collaboratif et pour laisser de l'autonomie au niveau des enseignants. Et l'enjeu, c'est que ça soit en lien avec la formation continue. Si vous voulez, je pourrais revenir dessus dans les questions qui suivront. Alors le lien avec le tronc commun, c'est que tout ça, le travail collaboratif, il est nécessaire parce qu'on va avoir des nouveaux référentiels centrés sur l'essentiel mais exigeants. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit toujours mais exigeant parce qu'on sait très bien qu'on va nous dire mais le tronc commun c'est pour faire baisser le niveau, et donc pour insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de renoncer aux apprentissages, et c'est même tout le contraire, puisque l'objectif c'est de faire la différenciation pédagogique dans la classe. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'étayage tout le temps et de l'orientation tout le temps pour ceux qui savent moins faire, on va essayer de faire en sorte qu'ils surmontent leurs difficultés scolaires et qu'on puisse lâcher l'étayage, qu'on puisse lâcher un peu ces guides qu'on leur met tout le temps et qui fait qu'à un certain moment, ils ne savent plus rien suivre. Et donc, évidemment que ça va demander du travail d'équipe, qu'on n'y arrivera pas tout seul dans sa classe, qu'il va falloir qu'on échange là-dessus, sur les pratiques de différenciation qui marchent, sur ce qu'on a constaté, ce qui ne va pas, se faire aider, faire des classes en binôme, etc. Il y a des tas de choses qui sont nécessaires par rapport à ça. Il faut
Et ça, ce sera un gros défi institutionnel, que le tronc commun, mais ça soit un parcours qui soit le même pour tous. Et on sent à l'intérieur du pacte, en fait, des forces qui ne veulent pas renoncer à ce qu'on appelle les savoirs de distinction, qui ne veulent pas renoncer au fait que, à l'idée que si on travaille avec la classe en coopération et en culture commune, eh bien, on va freiner ceux qui savent déjà et pour attendre ceux qui ne savent pas et qui ne veulent pas prendre le chemin de la pédagogie plus coopérative et prendre le chemin de la mobilisation des savoirs qui se trouvent dans la classe pour construire des savoirs communs. Voilà, pour le dire vite, je suis désolé si je raccourcis un peu tout. Et alors, il faudra, et ça ce ne sera pas une mince affaire, qu'il soit réellement polytechnique. Alors, le mot est assez mal choisi. En fait, il faudrait dire qu'il faut qu'il y ait une éducation technologique et une éducation technique dans ce tronc commun. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de varier les situations dans lesquelles les enfants peuvent apprendre. C'est pas d'aller leur donner de l'éducation technique pour qu'ils puissent se dire « Ah oui, tiens, moi j'ai envie d'être maçon puisque j'ai fait un mur et j'aime bien faire des murs, donc je veux être maçon. » C'est pour que, en travaillant le technique, on continue à acquérir avec des voies qui sont différentes les mêmes savoirs de base et les mêmes compétences. Ça va ? Donc l'enjeu, il est là. Varier les situations. Et pour le dire rapidement, on a vu à quel point on est éloigné de ça pour l'instant, puisque quand on a essayé de faire une grille horaire, on se battait pour savoir quelle discipline avait le plus d'heures, alors que ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est qu'il y ait une diversité, et l'enjeu n'est pas qu'il y ait 4 heures ou 5 heures de maths ou 3 heures de maths. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans les référentiels, et par quelle voie est-ce qu'on va faire en sorte que les élèves puissent l'acquérir. Et donc, au lieu de ces combats qui sont menés par moi ce que j'appelle les lobbies disciplinaires, il faudrait peut-être se demander comment est-ce qu'on se retrousse les manches pour travailler dans cette diversité de situations d'apprentissage pour assurer des apprentissages de base exigeants et solides. Voilà, et donc comprendre le monde, bien se dire qu'on est là pour faire il y a un changement de posture extrêmement important et auquel tout le monde n'est pas prêt, mais qui ne va pas se faire dans un claquement de doigts, et qui est de se dire, on l'appelle tous capables, moi j'aime bien dire, faire en sorte que tous les enseignants regardent leur classe et se disent que tous les enfants qui sont dans leur classe ont leur place dans la classe et sont à leur place dans cette classe. Et qu'ils sont là pour apprendre, tous, quels qu'ils soient. Parce que souvent, moi j'ai entendu dire que certains seraient mieux ailleurs, seraient mieux dans une autre école, dans une autre filière, dans une autre option. Et pourquoi est-ce qu'il a choisi mon option alors qu'il aurait pu choisir une option plus facile, enfin des choses comme ça. Et donc c'est un changement de posture extrêmement important, sans lequel, de nouveau, le tronc commun ne marchera pas et qui n'est possible qu'avec le travail collaboratif, justement. C'est-à-dire que, justement, on pourra se poser la question ensemble de pourquoi cet élève-là, il n'y arrive pas et que je ne vais pas rester coincé avec ce que je vois dans ma discipline, je serai éclairé aussi par les autres. Mais évidemment, c'est important, donc on va avoir c'est un travail important, de nouveaux référentiels. Il faut que la différenciation ne se fasse pas sur les contenus, mais sur la manière dont on aborde les apprentissages. Il faut que les nouveaux contenus soient réellement intégrés dans le parcours commun. Il faut renoncer au savoir de distinction. Et je ne veux pas dire nécessairement le latin. Ça va, je veux dire, si on fait du latin avec tout le monde. Pas pour faire du latin un savoir de distinction. Et c'est ça l'enjeu. Avoir ce changement de posture du tous capable et y croire suffisamment pour s'investir justement dans ce changement de posture dans la classe. Savoir que ce n'est pas en demandant aujourd'hui à un prof de première année du secondaire de faire comme ça et de se dire qu'ils sont tous capables, on sait très bien qu'en fait c'est difficile aujourd'hui parce qu'on arrive après une longue période où des choses se sont accumulées, des identités se sont abîmées, etc. Donc on sait que c'est... Mais faire en sorte justement qu'en faisant la différenciation suffisamment bien tout au long du parcours, que ces difficultés scolaires ne s'accumulent pas tout au long du parcours et ne se retrouvent pas comme ça avec des écarts énormes à la fin du parcours. Alors pour les enseignants, travail collaboratif, là je vais essayer de poser les jalons. Il faudra des lieux et des temps, c'est un enjeu. On sait bien qu'on connaît nos écoles, on sait bien que les écoles, il y en a un peu plus maintenant des lieux pour les enseignants, mais on ne peut pas dire que ça soit... voilà. Ouais, super, merci beaucoup. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il y ait une pléthore de lieux pour les enseignants
dans les écoles. Moi, je disais toujours, parce que quand j'ai débarqué dans l'école, je disais, une école, c'est un lieu qui est enseignant non admis. C'est-à-dire qu'on peut aller dans sa classe avec les élèves, on peut aller dans la salle des profs avec ses collègues, on ne sait rien y faire, mais quand on veut y faire quelque chose, eh bien, on a beau chercher, on ne trouve pas d'endroit. Et les lieux ne sont pas pensés en fonction du travail des profs. Et puis il faudra des temps, et là il y a un gros enjeu sur la charge de travail, on y reviendra avec les autres intervenants. Il faudra se former aussi, parce qu'on ne travaille pas en équipe comme ça par miracle, il faut apprendre à travailler en équipe. Vous avez tous des expériences, j'imagine, de travail collaboratif dans lesquelles c'est impossible de travailler parce que on ne sait pas organiser, parce que personne, ça va jusqu'à, il y a peu de gens qui savent pourquoi on est là. Je veux dire, quand on est ensemble. Je veux dire, et on ne sait pas où on va, et on ne sait pas ce qu'on va faire, de ce qu'on va dire, enfin des choses comme ça. Il faut que ça soit en lien avec les pratiques, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le travail collaboratif pour organiser l'école, les services à l'école, les fancifères, les surveillances, etc., que ça soit du travail sur les pratiques. Et il faut que, donc, la responsabilité soit partagée entre, d'une part, la direction qui, bien sûr, doit rester... c'est la direction, quoi. C'est lui qui donne la direction, comme son nom l'indique, mais qu'il soit capable de donner de la responsabilité à son équipe et de faire confiance. Ça va, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais bon, j'essaye de... Alors, quelle autonomie pour les enseignants? De nouveau, la formation continue. Eh bien, dans le pacte, il est prévu qu'elle prendra plus de temps. On aura 6 jours de formation par an plutôt que 3. On aura, mais par contre, il faut qu'elle ait plus de pertinence, c'est-à-dire qu'elle soit bien reliée à ce dont on a besoin pour éclairer nos pratiques. Et donc qu'elle soit en lien avec le travail collaboratif, et que non seulement elle soit en lien avec le travail collaboratif, mais qu'il y ait un suivi, c'est-à-dire que quand on a expérimenté des choses et qu'on continue à se poser des questions, on puisse interpeller les gens qui nous ont formés, ou les gens qui sont venus nous dire ben voilà, moi je pense que si vous organisez comme ça, on va trouver des solutions, et puis on expérimente, et puis on peut... Donc c'est un peu la supervision, intervision, enfin, etc. Et tout ça n'est pas prévu dans le pacte tel quel, et c'est des choses pour lesquelles il faut essayer de se battre dans les arrêtés d'application et dans les décrets qui sont en train de se décider maintenant, pour que ça soit possible de l'organiser et que ça s'organise dans cette direction-là. C'est donc un combat que les enseignants doivent mener dans leur école pour que le tronc commun, le pacte, etc., soit bien celui dont ils ont besoin. Et ce n'est pas garanti. Et donc, le changement de posture, là je vais aller un peu plus vite, donc c'est le pari du tous capable. Il va falloir passer à l'évaluation formative, renoncer à toujours classer, faire de l'addition de cotes, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des bilans et qu'on ne peut pas à un certain moment se poser la question mais ces élèves ils savent quoi et leur mettre des points pour savoir où ils en sont. Ça veut dire qu'en fait le but de l'évaluation majoritairement, il est d'essayer de repérer les difficultés et de comprendre les difficultés, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi cet enfant-là ou ces enfants-là ont des difficultés et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire dans la construction de ma situation d'apprentissage pour lever ces obstacles-là. Il y a donc de la formation didactique qui va être nécessaire, parce que souvent il y a une méconnaissance des obstacles didactiques quand même qui est important, et une formation aussi qui prenne en compte la diversité des rapports au savoir, du savoir de la langue de scolarisation, enfin je ne vais pas tout vous dire, mais aussi la relation famille-école, puisque c'est essentiel pour que les jeunes se sentent, les enfants se sentent bien à leur place dans l'école et fait que cette médiation entre le monde familial et le monde de l'école se passe bien. Et rien de le dire, on voit la montagne de choses qu'il faudrait faire. Alors, eh bien, tout ça va-t-il se faire avec ou malgré les enseignants? Et donc ça, c'est un peu la question qu'on se pose. Quand on entend un peu ce qu'il y a le dessus du panier au niveau médiatique pour l'instant, on est un peu inquiet, puisque on a un peu l'impression que le monde enseignant est majoritairement contre le tronc commun et ne veut pas en entendre parler. Je pense que la réalité est différente, mais voilà, c'est juste une intuition, et peut-être un vœu pieux, je ne sais pas. Alors, un des points sur lesquels ça coince souvent, c'est la question de la charge de travail. C'est-à-dire, si on nous rajoute 2 périodes de travail collaboratif,
et puis que ça va s'ajouter donc au travail en classe, au travail autonome pour travailler sur ses courses, les préparer, enfin les corriger, enfin, etc. Le travail collaboratif, les services à l'école, la formation continue, et si on ajoute et on ajoute et on ajoute à un certain moment, alors qu'on se sent parfois déjà maintenant saturé, eh bien on risque de se sentir complètement saturé. Donc il y a bien une question autour de la charge de travail sur la question du temps de travail. Je ne vais pas l'approfondir maintenant, je préfère la laisser pour le débat. Même chose pour l'évaluation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'on va nous faire confiance et qu'on va nous donner des responsabilités et qu'on va pouvoir avoir de l'autonomie, eh bien, évidemment, qu'il faut se poser la question de comment est-ce qu'on va évaluer. Alors, ma position à moi, c'est qu'on évalue toujours pour évaluer parce qu'on ne sait plus se passer d'évaluation et qu'avant, j'aime bien le dire comme ça, avant on évaluait parce qu'il y avait un problème et on essayait de comprendre le problème. Maintenant, on évalue tout le temps et on trouve des problèmes tout le temps. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment un grave problème là-dessus, une espèce d'évaluationnite aiguë. Mais il est normal quand même qu'un pouvoir public qui investit de l'argent dans l'enseignement se pose la question de savoir comment on travaille avec cet argent. Et donc, quelque part, l'évaluation, elle est intéressante. Elle est intéressante pour les enseignants aussi, puisque, et là de nouveau, travail collaboratif, évaluation formative et collective, penser ensemble, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans nos pratiques, pourquoi est-ce qu'on coince, pourquoi est-ce qu'on est surmené, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas avec ces enfants-là, enfin des choses comme ça, des questions collectives, et c'est de l'évaluation. Et donc c'est en isomorphisme à ce que je disais sur l'évaluation formative pour les élèves, eh bien, qu'on mette les enseignants en évaluation formative, en équipe, entre eux. Alors, donc, l'évaluation formative, elle est collective, c'est le résultat du travail collaboratif, et son but, c'est d'améliorer les pratiques et le contexte. Il y a une évaluation formative qui est prévue aussi dans le PAC, qui est l'évaluation individuelle, qui est l'entretien de fonction de la direction, qui, si elle est bienveillante et cherche à essayer de voir qu'est-ce qui peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un enseignant à s'améliorer, peut être quelque chose d'intéressant, mais que si elle est malveillante, etc., ben, il faudra se faire aider les syndicaux. Et puis il y a cette évaluation-sanction auquel surtout les fédérations de PO, et une en particulier le CEGEC, tenaient très fort, et qui était parce qu'ils ont une vision en fait de l'enseignant qui, si on n'a pas un moyen de pression, si on n'a pas un bâton pour pouvoir lui dire mais attention ça ne va pas, si tu ne le fais pas, ne fera rien. Ça va, et qu'il faut vraiment cette évaluation-sanction au bout du compte pour pouvoir dire ben, toi puisque tu n'es pas rentré dedans, eh bien on peut te licencier. Et donc cette évaluation individuelle, sanction, existe dans le PAC. La forme qu'elle va prendre n'est pas encore décidée. Ça fait partie des négociations de concertation sociale. Et vous pouvez être certain qu'on veille au grain là-dessus pour que ça soit exceptionnel, que ça soit avec plein de garanties, etc. Mais les PO, mais surtout les fédérations de PO, et en particulier CEGEC, qui tiennent beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière tout ça, il y a pour moi l'enjeu essentiel sur lequel moi je me base quand je travaille dans le PAC. Quelle vision on a du métier d'enseignant ? Pour moi, le métier d'enseignant, c'est un métier de concepteur et pas un métier d'exécutant. Ce qui veut dire qu'en fait, l'enjeu va être d'articuler évaluation formative, travail collaboratif et amélioration des pratiques, en faisant confiance, en ayant une responsabilité pédagogique partagée dans une équipe pédagogique qui arrive à se créer dans une école. Ça ne va jamais entraîner tout le monde de la même façon. Il faut renoncer à croire qu'on va avoir tous les enseignants d'une école qui vont tous se jeter à bras raccourcis sur chouette, on va pouvoir travailler ensemble, etc. Par contre, en travaillant intelligemment, on peut, avec ceux qui sont là pour, avec certains, on va dire comme ça, pas le truc, eh bien on va pouvoir tirer un peu et essayer de montrer que ça vaut la peine. Et mon expérience, en tout cas dans mon école, à un certain moment, enfin quand j'étais encore en classe, a montré qu'en fait on arrive à faire des choses. Maintenant, le plus dur c'est de pérenniser les choses, on en parlera avec d'autres intervenants. La vision de l'exécutant, c'est le travail des enseignants, c'est faire ce qu'on leur dit de faire et comme on leur a dit de le faire. Il faut des manuels, il faut des programmes hyper précis, il faut des formations qu'on donne aux enseignants et qu'on oblige à suivre. Il faut des conseillers pédagogiques qui viennent ramener les gens à l'ordre en leur disant c'est pas comme ça qu'on travaille, ça on ne peut pas le faire, ça on peut le faire.
Et donc une évaluation sanction, puisque s'il n'y a pas de sanction à la base, on dit ben voilà, moi j'ai vu le conseil pédagogique, mais je m'en fous, je fais encore ce que je veux après. Et puis ce qu'on recherche à travers l'inspection, à travers c'est la conformité des pratiques. Et ça, ben, pour arriver à ça, il faut renforcer le pouvoir de la direction, il faut une direction forte qui soit capable de dire, de tenir son équipe. Et moi je crois même que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que même avec la meilleure direction que vous voulez, qui soit aussi dure, aussi forte que vous voulez, ça n'est pas possible de fonctionner comme ça. Voilà. Et donc, baser le travail collaboratif sur la confiance plutôt que sur la contrainte, c'est un gros enjeu. Mais donc, le pacte prévoit 2 périodes obligatoires dans l'horaire de tous les enseignants qu'on peut répartir sur l'année, c'est-à-dire qu'en fait, c'est 60 périodes l'année, et dont les enseignants dans les organes de concertation sociale, négocie le contenu, les moments où ça se passe et les temps qui sont pris pour ça. Voilà, donc ça c'est le projet au sens, le paquet qui est prévu. Voilà, donc je m'appelle Tanguy Pinksteren, je suis le directeur de cette nouvelle école secondaire communale qui s'appelle le lycée intégral Roger Lallemand, mais qu'on appelle en abrégé l'IRL. Donc je dirais plusieurs fois le LIRL, et donc c'est cette école-là. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le projet d'établissement, je ne vais pas vous expliquer en long et large ce projet, mais vous donner quand même quelques clés, parce que c'est une nouvelle école qui a été créée en septembre, mais le travail collaboratif est au cœur de notre projet, aussi bien avec les élèves, entre élèves qu'entre enseignants et membres de l'équipe éducative. D'ailleurs, on s'appelle tous membres de l'équipe éducative, donc MEE, aussi bien enseignants qu'éducateurs, donc on n'utilise pas tellement l'appellation prof dans l'école. Mais par contre, il va falloir que je vous explique quand même, avec quelques mots, la semaine type, la grille horaire chez nous, parce que ça vous expliquera pourquoi le travail collaboratif doit être au cœur de notre projet. Mais donc, je ne vous parlerai pas d'autres aspects du projet, comme par exemple le fait qu'on ait un tronc commun, En tout cas, on n'a pas plusieurs options, c'est de l'enseignement général, mais jusqu'en 6e, les élèves ont la même option. Donc, anglais 4 heures, sciences sociales 4 heures, donc 2 options de base. On essaie de mettre en œuvre une pédagogie émancipatrice, qu'en principe, il n'y a pas de redoublement, ni de bulletin à point, ni de session d'examen, en dehors des évaluations externes, etc. Donc voilà, bon, plein de choses qui sont, dont certaines sont dans le pacte, mais bon, on essaie de déjà faire vivre, et enfin, bon, je veux dire, le pacte est venu en fait, je ne veux pas dire qu'il est venu après, mais disons que, et pour nous il a d'importance, mais bon, nous ce qu'on veut surtout faire, c'est montrer qu'il y a plein de choses qui sont déjà possibles, parce que je rappelle que c'est une école communale, qui est officielle subventionnée, et que, en fait, voilà, tout ce qu'on fait, et dont je vais vous parler un peu, on le fait sans entrave, à vrai dire, enfin, jusqu'à présent en tout cas. Alors, ce que je voulais juste vous montrer, mais je n'ai pas préparé de joli PowerPoint, mais c'est juste la semaine type. Donc voilà. Bon, sinon ça va, sinon je peux continuer comme ça. De toute façon, ça ne va pas durer très longtemps, c'est juste pour vous expliquer que, en termes de grille horaire, donc la grille horaire chez nous, elle est la même pour tous les élèves, c'est-à-dire qu'ils ont un petit temps d'éveil le matin, donc assez court, puis 3 modules de cours, donc 3 périodes en fait, on appelle ça les modules de cours. Bon, ça fonctionne par bloc de 3 semaines, mais je ne vais pas vous donner les détails. Mais par contre, ces modules de cours sont en principe transdisciplinaires. Donc on essaie de mettre en œuvre la transdisciplinarité, c'est-à-dire de travailler autour d'une thématique ou d'un questionnement pendant 3 semaines tous les matins. Bon, ça c'est le projet rêvé. Bon, pour le moment, on n'y est pas encore tout à fait, mais on a quand même pas mal de modules de cours qui sont assez transdisciplinaires. Donc il y a ces 3 heures-là le matin, qui se font par année, pas par groupe d'âge, on va dire, plutôt par année. Et ensuite, en fin de matinée, après la récréation, les élèves sont dans ce qu'on appelle le groupe de référence, ou GR. Et ça, c'est un groupe multi-âge qui est plus petit que les classes, parce que le matin, dans les modules, ils sont en classe. Enfin, en classe, je veux dire 24-25 élèves, ou plus pour les plus âgés. Et le groupe de référence, en fin de matinée, là, ils sont 15-16, avec un référent ou une référente qui les suit pendant toute l'année. Et là, c'est le même groupe pendant toute l'année, dans le même local, avec les mêmes élèves. Donc, c'est un groupe multi-âge, ce qui permet aussi pas mal d'échanges très intéressants. Donc, des apprentissages relationnels, aussi, on travaille beaucoup d'éducation émotionnelle, et surtout le tutorat. Il y a des périodes de travail autonome à ce moment-là aussi. Donc, c'est un groupe multi-âge. Et ensuite, les après-midi, en tout cas lundi, mardi et jeudi, les élèves sont dans des ateliers qui fonctionnent aussi par bloc de 3 semaines, mais les ateliers comportent en général plutôt une dimension manuelle, créative ou sportive.
Mais on s'aperçoit en fait là que maintenant, actuellement, on fait déjà des ateliers qui sont pas transdisciplinaires, mais en tout cas pluridisciplinaires. Et on s'aperçoit, mais ça, c'était une volonté de notre part dès le départ, que par exemple, les ateliers de techno, d'éducation par la technologie, sont hyper riches parce qu'ils permettent d'associer plein d'autres disciplines et de faire plein de choses, et pas que du calcul. En fait, il y a plein d'autres choses qui sont amenées par le cours de techno. Donc chez nous, en fait, au premier degré, les élèves ont l'équivalent de 3 heures dans leur grille horaire officielle, ils ont 3 heures de techno par semaine, mais vous avez bien compris qu'entre ça et la grille horaire officielle des élèves, il n'y a pas beaucoup de rapport, sauf que on s'engage, puisqu'on respecte les programmes en tant qu'école subventionnée, à ce qu'au total, sur l'année, chaque élève ait suivi un volume horaire équivalent ou à sa grille horaire officielle. Donc, vu qu'on n'a pas de session d'examen, on a beaucoup moins de jours, on n'a quasiment pas de jours blancs, etc. Donc, et puis on gagne du temps parce qu'on est enfin, j'ai pas la prétention de dire qu'on est déjà plus efficace parce qu'il y a plein de choses à ajuster, mais disons que la manière de fonctionner permet d'aller un peu plus vite quand même dans les apprentissages, même si ça ne doit pas être un but en soi, c'est pas tellement la vitesse, mais c'est plutôt l'efficacité des apprentissages. Et alors en fin de journée, on a ce qu'on appelle les conclusives. Bon, ça c'est une heure qui se voulait, une heure de structuration des apprentissages, qui pour le moment est donnée sous forme de groupe de besoins, mais bon, je ne vais pas m'attarder parce qu'on va sans doute revoir un peu l'horaire pour l'année prochaine, parce que finalement ça devient un peu plus la remédiation, et ça on n'en veut pas tellement non plus. Donc voilà, ça c'est pour la grille horaire. Voilà, alors si je vous explique tout ça, c'est pour vous dire, parce que en fait, où est le travail collaboratif des enseignants là-dedans, mais en fait, pour nous, c'est pas une contrainte de plus, c'est-à-dire que c'est une nécessité pour que ce projet-là fonctionne. Parce que déjà, les modules de cours du matin, ils se veulent transdisciplinaires, donc on a travaillé avec des enseignants de différentes disciplines. Le groupe multi-âge, le référent ou la référente, il n'est pas présent dans les modules de cours, dans les ateliers, donc il doit aussi communiquer beaucoup plus que dans d'autres écoles encore avec ses collègues. L'après-midi, les ateliers, parfois ils sont en rapport avec les modules de cours du matin, parfois pas. Et de même pour les conclusives en fin de journée. Donc pour nous, c'est une nécessité. Et ce qui est marrant, enfin, je pourrais répondre après à des questions plus d'ordre opérationnel, mais les enseignants dans cette école, ils réclament en fait encore plus de réunions, de réunions dans le sens pour justement discuter de l'organisation du verbe du vendredi soir, mais plutôt pour travailler ensemble, quoi, pour aussi développer des outils de collaboration. Parce que ça, je vais y revenir, c'est un point très important. Alors, c'est une nécessité aussi, parce que c'est un nouveau projet, donc forcément, pour que ça fonctionne, il faut qu'on se réunisse peut-être plus encore qu'ailleurs, rien que pour se mettre en phase sur ce qu'on veut faire de cette école. Et puis, la transdisciplinarité, comme je l'ai dit, exige justement qu'il y ait des contacts. Et bon, franchement, les barrières disciplinaires, qu'il y a une vision de prof de maths, une vision de prof de latin, une vision de prof d'histoire, moi je n'y crois pas du tout. Si on a la volonté de travailler sur un projet commun, et si on se base sur des valeurs communes, ça ne peut que marcher. Mais bon, c'est quand même une condition pas toujours facile à réunir. Alors, il y a aussi le fait qu'on est, donc tu as cité le mot isomorphisme, mais donc nous, on veut vraiment mettre ça aussi, c'est un point important pour nous, c'est d'être en isomorphisme, c'est-à-dire que nos réunions, pour nos réunions, on s'efforce d'utiliser les mêmes outils que ceux qu'on utilise avec les élèves quand on fait par exemple des conseils ou des travaux de groupe, et d'organiser notre travail aussi. Par exemple, hier, on a une journée pédagogique, on l'a organisée un peu comme on organise les cours, donc les modules et les ateliers avec les élèves. Et alors, l'isomorphisme, c'est aussi tous capables, c'est-à-dire entre enseignants, quoi. C'est-à-dire que moi, mon rôle en tant que directeur, c'est entre autres de faire comprendre à chaque membre de mon équipe qu'il ou elle est capable d'arriver à faire du bon boulot dans cette école et à comprendre les enjeux, à travailler avec ses collègues. Et donc voilà, en fait, on s'applique entre nous aussi ce qu'on fait avec les élèves, y compris le regard bienveillant, le côté bienveillant c'est bienveillance et exigence. Donc ça c'est un peu aussi bateau de dire ça, bienveillance et exigence, mais ça a quand même du sens parce que on est des professionnels de l'éducation, donc il faut vraiment s'imposer une exigence, mais en même temps il faut être bienveillant, surtout que c'est l'année de démarrage de l'école et qu'on a vraiment droit à l'erreur aussi. Et comme c'est une autre caractéristique de l'école, que vraiment l'erreur, non seulement on y a droit, mais c'est en se basant sur l'erreur qu'on peut apprendre vraiment. On a parfois du mal à appliquer ce principe-là à nous en tant qu'enseignants. Alors concrètement, comment ça se passe? Alors les réunions hebdomadaires, en fait, c'est le vendredi,
Enfin, c'est-à-dire bon, au départ, on avait prévu le vendredi sur le temps de midi, un temps de concertation, on peut dire. C'est pas une concertation dans les autres écoles, mais on appelle ça le conseil des membres de l'équipe éducative, bon, comme eux, enfin peu importe. Et alors, au fil du temps, on a créé une autre séance, c'est le jeudi sur le temps de midi, une séance plus d'information, parce qu'il y avait au départ énormément d'informations à échanger qui avait trait à l'organisation de l'école, mais à certains points du projet, etc. Et donc finalement, on a fait ces séances d'information en dehors du conseil, et le vendredi, c'est dans le conseil, durant lequel on prévoit des moments, soit des moments, des points de discussion, on aborde certains points, on essaye de décider de certaines choses ensemble, et donc l'aspect communication, d'information prend un petit peu moins de temps qu'avant. Mais alors, à côté de ça, il y a aussi, bien sûr, des réunions pour, par exemple, planifier et organiser les modules de cours, parce que, en fait, l'horaire d'un enseignant, c'est pas ça. Hein. Chez nous, un enseignant n'a pas tout ça, évidemment. Donc, il y en a qui sont plus impliqués dans les modules de cours du matin, d'autres plus dans les ateliers, et surtout, leur horaire peut changer d'une semaine à l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont normalement la même charge horaire hebdomadaire. En principe, ils ont 20-22 heures de présentiel en classe, mais ça peut arriver que parfois, certaines semaines, ce soit un peu plus, et ça arrive aussi assez souvent que ce soit un peu moins, parce qu'ils travaillent parfois par binôme, ou bien parce que on autorise certains enseignants, s'ils se donnent à fond pendant 2-3 semaines, parce qu'il y avait une chouette occasion de travailler avec d'autres enseignants, avec des collègues, moi je les autorise en tant que directeur à souffler un peu les 3 semaines qui suivent et à en faire un peu moins. Mais bon, voilà, c'est la première année, on va devoir un petit peu formaliser tout ça, et on commence à le faire parce que le PO m'a demandé de faire une espèce de tableau avec la charge horaire des profs, parce que, évidemment, dans l'équipe, il y en a qui commencent à dire, oui, c'est toujours les mêmes qui travaillent, et voilà. Il y en a qui en font plus que d'autres, ou qu'on a un peu objectivé les choses, mais bon. Alors, donc concrètement toujours, donc à part il y a des réunions de travail pour préparer les modules, les ateliers, etc. L'heure de conseil, ça c'est quand même intéressant à mentionner, en fait elle a été prévue dès les recrutements, enfin dès les attributions, la prise en compte des attributions des profs, c'est-à-dire que, par exemple un enseignant master, donc secondaire supérieur qui a 20 heures de cours, en fait dans ces 20 heures, on compte déjà l'heure du conseil, si vous voulez. Alors on trouve des stratagèmes pour ça, par exemple on donne quelques heures de coordination, ou bien on a dédoublé, en fait on a dédoublé plein de cours. Pour organiser les ateliers, pour pouvoir aligner des profs en parallèle. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on a utilisé notre capital période, le DPP, on l'a utilisé à fond pour dédoubler les cours. Et on a en fait, de cette manière, par exemple, 2 profs de français qui sur papier devraient donner cours en même temps, mais qui en réalité ne sont pas en classe tous les 2 en même temps. Et donc, ça veut dire que soit ils peuvent être ensemble à une réunion, par exemple, ou bien l'un peut être en réunion avec un autre collègue, et puis l'autre peut être en classe. Donc voilà, les attributions des enseignants ne correspondent pas tout à fait à ce qu'ils prestent chaque semaine. Mais au total, on devrait pouvoir s'y retrouver. Alors, et alors l'important, c'était aussi d'avoir une période commune dans l'horaire, parce que ça, dès le départ, on s'est dit, il y a un moment dans la semaine où tous les enseignants doivent être là. Alors, heureusement, on n'a pas trop d'enseignants à temps partiel dans l'école, mais ceux qu'on a engagés à temps partiel, justement, on leur a demandé vraiment d'être présents le vendredi en début d'après-midi, donc sur le temps de midi en début d'après-midi, parce que c'est un moment, non seulement il y a la réunion d'équipe à midi, mais il y a en plus un moment qui rassemble tous les élèves, une fois toutes les 3 semaines, l'après-midi, une espèce d'agora, on rassemble tous les élèves. Donc le vendredi après-midi, en fait, c'est un créneau horaire qui a été bloqué dans la grille de tous les enseignants. Ça s'était annoncé vraiment dès fin août lors des formations et plusieurs fois en début d'année. Alors c'est quand même pas idéal, même si on avait normalement une période commune, mais le conseil, on le fait de 13h à 14h, mais en fait il y a des élèves dans l'école, donc il y a quand même quelques membres de l'équipe qui surveillent les élèves ou qui accompagnent les activités, puisque certaines activités sont encadrées par les profs et d'autres sont auto-organisées par les élèves. Mais donc c'est pas génial parce qu'on n'a pas toute l'équipe. Donc pour un conseil, ça va pas. On n'a pas toute l'équipe et donc on réfléchit à d'autres manières de faire. Je mentionne au passage que la nouvelle école plurielle de Molenbeek, là ils ont par exemple 1 heure de conseil, mais le vendredi après-midi, 15h30 à 16h30 je crois, et ils essaient de s'en tenir à 1 heure. Voilà. Alors la première difficulté, donc c'est celle-là, je crois c'est le créneau horaire, donc c'est vraiment penser à ça. L'autre grosse difficulté, c'est d'avoir des outils de gestion de groupe, mais aussi des outils de prise de parole et de prise de décision.
Parce que même si on a eu évidemment, nous, comme c'est une nouvelle école, on a pu recruter vraiment des enseignants qui adhéraient très fortement au projet et qu'on a pu convaincre de l'éducabilité, etc. Enfin, honnêtement, les conseils de classe chez nous, pardon, ou les réunions d'équipe, moi, j'ai jamais eu ça. Enfin, pas une très très longue carrière d'enseignant, une quinzaine d'années, mais bon, on ne doit pas convaincre les collègues que, oui, un tel ou une telle est capable aussi de réussir chez nous. Donc ça, déjà, on gagne beaucoup de temps. Mais par contre, pour prendre la parole, je veux dire, demander autour de vous, autour de vos collègues, qui a déjà utilisé, par exemple, un bâton de parole, qui apprend à se taire pendant un conseil de classe, pendant que quelqu'un d'autre parle. Je veux dire, entre enseignants, il y a un gros travail à faire là, sur la prise de parole et alors encore plus pour la prise de décision. Donc, quel outil de prise de décision? Donc, voilà, nous, on s'inspire de différentes choses, de l'outil sociocratique, de l'outil de la pédagogie institutionnelle. On ne s'inspire pas encore de McKinsey, mais peut-être que Nicolas nous apporte un regard éclairant là-dessus. Mais il y a des choses qui sont parfois bonnes à prendre pour, par exemple, décider des sujets de la réunion ou de faire des petits sondages sur ce dont il est important de parler à certains moments. Là, franchement, moi, je ne jetterai pas tout ce qui vient de McKinsey et autres. Il y a certainement des outils qui sont pas mal. Mais bon, en général, c'est pas très coûteux, hein. Il faut quelques post-it de couleur, mais bon, autant bien s'informer, demander à des gens qui le font dans l'associatif, et bon, ça coûte nettement moins cher que de prendre des consultants. Alors, après, donc justement, pour développer tous ces outils de gestion de groupe, de prise de parole, de prise de décision, entre autres, il faut aussi former les profs, former les enseignants, ou en tout cas, enfin, moi je crois beaucoup plus, enfin, nous on croit beaucoup plus dans l'équipe à la formation, en pratiquant, quoi. C'est-à-dire que, bon, je ne vous cache pas que ça a coincé déjà pas mal, enfin, ça a coincé. Dans l'ensemble, ça se passe bien, hein, cette année, l'ambiance n'est pas mauvaise et on arrive à s'écouter. On a beaucoup progressé en quelques temps, mais c'est aussi parce que, justement, on n'a pas passé des heures et des heures à parler de comment, ou à écouter quelqu'un qui nous parlait de comment prendre la parole ou comment prendre une décision. On a testé différents outils, on a parlé aussi, on a échangé entre nous sur ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas bien. Et donc, bien sûr, c'est inconfortable, hein. Les enseignants, cette année, les membres de mon équipe, ils sont bien loin de leur zone de confort. Et donc, mon rôle à moi, c'est de temps en temps aussi les sécuriser. Ce n'est pas toujours évident, je veux dire. Mais en tout cas, il y a cet accent mis sur la formation de différentes façons. Et aussi le fait d'avoir un cadre clair, donc sur tous ces outils. Et puis, comme je parlais de la charge horaire des enseignants, en fait, là, il y a quand même une nécessité d'avoir un cadre assez clair, donc des balises. Nous, on a dit des balises, voilà. Chez nous, tu travailles à temps plein, ça veut dire que normalement, tu travailles le matin, les modules de cours, et tu es référent, tu as un groupe de référence, voilà. Et là, ça fait 20 heures. Mais, tu peux faire ça, mais tu peux aussi, un matin, tu travailles dans un module, tu t'engages dans un atelier, enfin, il y a plein de possibilités qui sont offertes. Mais les quelques membres d'équipe qui avaient besoin d'avoir plus de sécurité par rapport à, oui, mais est-ce que je peux prendre un jour de congé? Est-ce que je dois travailler toujours dans les mêmes modules au même moment, etc. Ben voilà, on leur a donné des balises encore bien plus claires. Alors, pour revenir aux réunions du type conseil, en fait, moi, je me dis que dans une école traditionnelle, c'est peut-être plus facile parce que, pour prendre les décisions, la parole, etc., parce que, au fond, les quelques rares réunions qu'on a tous ensemble dans une école traditionnelle, ce sont plutôt des consultations. Parce que, enfin, moi, les directeurs que j'ai eus, ou directrices, c'est plutôt je vous écoute, après je prendrai ma décision. Et bon, nous on ne veut pas que ce soit comme ça. Moi je ne veux pas que ce soit comme ça. On m'a plus ou moins poussé pour être directeur parce que voilà, moi je n'ai pas envie de décider tout seul. Donc moi je trouve que c'est très bien qu'un directeur ou directrice soit justement quelqu'un qui n'a pas envie de prendre des décisions, qui est souvent dans le doute. C'est bien, mais ça agace aussi parfois les membres de l'équipe. Donc voilà, c'est pas évident. Moi c'est nouveau, pour eux ça l'est aussi. Et donc évidemment c'est plus reposant pour tout le monde si voilà, il y a une personne qui décide et si les choses vont plus vite, peuvent aller plus vite, oui, en réunion, mais après ça prend énormément de temps pour faire appliquer la décision quand elle est décidée par une personne. Enfin, si elle est appliquée un jour, parce que bon, les enseignants, enfin je suppose qu'il y a des enseignants aussi du secondaire, là, je ne sais pas comment ça se passe en primaire. Moi, j'ai l'impression que dans le secondaire, c'est encore pire quand, pour qu'une décision prise par la direction soit vraiment appliquée dans les classes. Je ne sais pas combien de temps il faut, mais c'est dingue. Donc là, en fait, l'avantage, c'est que même si ça prend beaucoup de temps, les décisions qu'on prend en conseil, certaines décisions, en fait, n'ont toujours pas abouti sur des questions d'organisation, parfois. Hein. Mais l'avantage, c'est que
on met des choses au point et le jour où il y a vraiment un consensus sur un outil, par exemple un document de travail ou quoi, ben, tout le monde va l'appliquer parce qu'on aura tellement soulevé les objections, etc., que il n'y en aura plus au moment où on prend vraiment la décision finale. Maintenant, bon, de temps en temps, moi je dois trancher aussi sur certaines choses, mais c'est plutôt alors sur ce que je sais qui est autorisé par le PO ou ce qui est vraiment légal ou ce qui sort de la légalité. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, c'est ça. Et alors, il y a aussi le fait que... Bon, donc ça veut dire que dans une école traditionnelle, peut-être c'est plus facile de mettre en œuvre des outils de prise de décision, enfin pseudo-prise de décision. Et là pour le coup, les consultants sont très forts pour dire ça, parce que dans les entreprises, évidemment, on sait bien que les quelques rares des réunions participatives, bon, c'est un peu la comédie, quoi. Parce que les décisions ne se prennent pas là. Donc voilà, dans les écoles, c'est un peu comme ça aussi. Alors... Et donc c'est ce qu'on essaye aussi, enfin c'est pas seulement pour boutade que je dis ça, c'est simplement parce qu'on essaie de faire comprendre ça aux élèves, que le conseil des élèves, parce qu'il y a aussi un conseil des élèves, le conseil des élèves, c'est pas juste pour faire semblant, pour prendre des décisions, normalement ça devrait vraiment déboucher par exemple sur un moment de modification du règlement d'ordre intérieur. Les élèves n'ont pas le pouvoir de changer ce ROI, mais ils ont le pouvoir par exemple de sensibiliser toute une série d'acteurs politiques, entre autres, à certains aspects. Et donc, les mettre en mouvement, les mettre dans un engagement, ben, ça c'est important. Et donc, si entre enseignants, on ne le fait pas, ça ne marchera pas non plus pour les élèves. Et donc, justement, dans ce sens-là, nous, on a une volonté, au lire, de changer de paradigme. Bon, celle-là, par contre, c'est le gros avantage que j'ai, moi, en tant que directeur de cette nouvelle école, c'est que dès le départ, on annonce la couleur. Les profs qui sont venus vers nous, ben, ils savaient qu'on était dans quelque chose de nouveau. Enfin, pas de révolutionnaire non plus. Enfin, je sais pas comment le dire. Révolutionnaire, ça fait toujours un peu peur. Donc, on va dire, c'est pas tout à fait révolutionnaire. C'est un changement de paradigme, voilà. On va dire ça comme ça. Et donc, par exemple, le rôle et la posture de l'enseignant. Le rôle de l'enseignant change. La posture, enfin, il doit changer. Je veux dire, mais chez nous, ils changent, ils sont forcés de changer leurs habitudes et leur posture aussi, parce que si on est dans des relations plus horizontales entre direction et prof, mais aussi entre prof et élève, il n'y a rien à faire. Une question de posture, ça se travaille. Et le travail collectif est aussi important chez nous, dans les modules de cours, dans les ateliers. On travaille beaucoup, on fait beaucoup de travaux de groupe, on est fort dans la co-construction des savoirs. Et donc, pour tout ça, le travail collaboratif ne doit même pas se justifier, je veux dire, tout le monde dans l'équipe en a conscience. Mais donc en résumé, bien sûr, davantage former les profs et disposer d'outils adéquats. J'ajouterais qu'ici, chez nous, il y a aussi justement, dès le départ, cette volonté d'avoir un leadership pédagogique partagé. En fait, c'est comme ça que ça a été annoncé dès le début. Donc, c'est-à-dire que les enseignants, chez nous, ils adhèrent fortement au projet, mais après, ils peuvent ne pas être d'accord avec toutes les... C'est pas eux qui ont conçu le projet à la base, hein. Donc ils pourront sans doute intervenir quand on changera certains aspects du projet, mais par contre ils sont encore maîtres de leur classe, hein. Donc dans leur module de cours, leur atelier, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Donc hier on a fait toute une journée pédagogique là-dessus, et c'était très intéressant parce que c'est intéressant de voir comment les enseignants peuvent se déresponsabiliser. Oui, on attend toujours que la direction, que les coordinations pédagogiques décident de telle ou telle chose, quand on fait une réunion, mais oui, mais toi, en attendant dans ta classe, tu as 20 heures, enfin 15 heures de cours en classe, tu ne peux pas déjà faire quelque chose pour un peu bouger. Donc voilà, je ne leur dis pas comme ça, mais... non, parce que j'ai un côté très diplomate. Donc. Et alors, donc, responsabilisation, là voilà, justement, responsabilisation, c'est renvoyer les différents acteurs à leur responsabilité, hein, les élèves, y compris. Autonomisation, mais là, c'est clair que quand on dit à un enseignant, ça c'est la clé de l'élève, mais toi, tu peux choisir en fait tu choisis avec qui tu vas travailler, sur quel module, combien de temps, comment vous allez travailler. C'est pas aussi libre que ça, il y a quelques contraintes, mais enfin, disons qu'il y a quand même une grande liberté qui est offerte, et comme souvent, quand il y a beaucoup de liberté, ça fait peur. Et donc là, il y a aussi quelque part un cadre, peut-être des balises à mettre. Alors voilà, et alors je voulais terminer par souligner à la fois des atouts et des obstacles, en tout cas pour la mise en œuvre du travail collaboratif chez nous au LIRL. C'est le gros atout, donc comme je l'ai déjà dit, c'est le fait que l'école soit en démarrage. Et donc là, on peut tout se permettre, quoi.
le fait aussi qu'on ait recruté des enseignants sur base de valeurs et d'une adhésion forte à un projet innovant. Donc ça c'est quand même assez motivant quelque part. Enfin bon, en même temps, j'ai beau leur dire que, je ne leur dis pas qu'ils font partie de l'histoire, etc., mais que c'est quand même chouette, c'est exaltant de faire partie de ce projet, mais je veux dire, c'est pas comme ça qu'ils le vivent au quotidien. Hein. C'est quand même assez dur par moment, donc voilà. Parce que ça coince à différents moments. Mais quand on prend un peu de recul, on se dit waouh, c'est génial tout ce qu'on fait déjà, c'est super quoi. Et en fait, chaque enseignant peut se dire ça dans une école traditionnelle, hein, dans sa classe, quand on a juste fait l'effort de bouger un peu les bancs, déjà on est très content après. Et alors aussi, l'un des atouts qu'on a, ce sont les locaux. Justement, donc Pierre parlait à un moment des salles de réunion. En fait, c'est vrai que là, on a eu l'occasion de participer à l'élaboration du cahier des charges pour la rénovation du bâtiment de l'école, même indépendamment des rénovations, parce que finalement, on a un bâtiment qui est très scolaire, c'est pas spécialement ce qu'on voulait à la base, mais voilà, en gros, il est organisé, ce sont des couloirs avec des classes, mais on utilise les classes comme salle de réunion, et surtout à des moments où ils ne sont pas utilisés pour autre chose. Et puis on a aussi prévu dans le bâtiment qui sera rénové, on a prévu vraiment sur le plan des salles de réunion, petites ou moyennes ou grosses pour les réunions entre enseignants. Et alors les obstacles, donc il y a des obstacles dont je n'ai pas encore tellement parlé, enfin si un petit peu, c'est les résistances au changement, hein, même si on trouve ça très beau sur papier et tout ça, mais c'est pas évident quand on est face à ses propres responsabilités de vraiment changer. Beaucoup de peur. Est-ce qu'ils vont vraiment mieux apprendre comme ça? Est-ce qu'on ne met pas les élèves trop en insécurité, etc. Beaucoup de préconceptions, etc. Mais en fait, les peurs, les résistances au changement, les préconceptions, justement, il faut les travailler ensemble. D'où la nécessité de réunions et de cercles de parole. Donc on a par exemple des espaces de parole réguliers. Les élèves en ont, ben nous aussi on en a. Et là, de nouveau, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour les enseignants, c'est pas évident parce que les émotions, on a tendance à les évacuer. Or, on voudrait que les élèves, et en particulier les garçons, apprennent à utiliser un langage émotionnel, à reconnaître leurs émotions et à les exprimer, et alors partir de certaines émotions plus problématiques pour résoudre des problèmes ensemble. Mais si on ne le fait pas entre adultes, ça ne va pas marcher. Et donc ça coince parfois aussi. Parce qu'en tant qu'adulte et dans le monde de l'enseignement, on n'a pas du tout l'habitude de faire ça, et alors de nouveau ça coince, ça fait peur aussi, quoi, parce qu'on se dit oui mais c'est quoi cette histoire, on doit déballer, on doit expliquer son ressenti, etc. Mais en fait on n'est pas là pour faire des séances de psy, c'est pas ça, c'est juste que après la question c'est, on renvoie ça au groupe, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Quelqu'un a super peur parce que il ne sait pas avec qui il va donner cours la semaine d'après, ben c'est une peur réelle, on ne peut pas lui dénier cette peur, et donc qu'est-ce que le groupe va faire pour que cette personne-là se sente mieux et n'ait plus peur? Ben voilà, je vais m'arrêter là. Alors je vais vous parler de professeur, et j'ai un peu résumé toute ma petite présentation en un seul titre, donc finalement je pourrais déjà m'arrêter là. C'est de professeur à la collaboration spontanée. Donc est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de professeur? Donc je vais juste rapidement, brièvement et de manière très succincte résumer professeur ici en bas. Mais d'abord, je tiens à expliquer que c'est quand même un point de vue personnel que je vais présenter en tant qu'instituteur de 4e primaire, et je n'implique pas du tout mon école ou mes collègues dans tout ce que je vais dire. C'est vraiment un point de vue personnel. Ensuite, je tiens aussi à dire que collaborer, moi je vais en parler uniquement comme quelque chose, le fait de travailler avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes sur un sujet en commun. Donc moi, ma définition de collaboration est beaucoup moins aboutie que celle de Pierre. Et professeur, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode et des outils qui ont été amenés pour inciter au travail collaboratif. À ma connaissance, ça n'est proposé que par le CEGEC pour le moment. Et en gros, ce qu'ils proposent comme outil, c'est des tableaux blancs, c'est des petits moments récurrents où on se donne des objectifs, où on partage nos succès, où on partage notre humeur de la journée. C'est aussi des visites pédagogiques, donc s'échanger des points de vue entre enseignants en invitant un collègue à venir dans sa classe, observer une situation de cours selon des questionnements qu'on se posait sur notre pratique, et puis faire un petit retour ensemble de feedback. Et puis aussi, si besoin, développer des groupes de travail sur différents sujets suite aux objectifs qui auraient été décidés lors des tableaux blancs. Donc ça, c'est professeur, ça a été amené dans notre école comme projet pilote. On a expérimenté ça, je sais que ça s'expérimente dans d'autres écoles, je ne sais pas si c'est encore exporté vers d'autres écoles pour le moment, mais je sais aussi que la volonté était d'avoir un pas en avant sur le pacte qui va arriver. Donc, chez nous à l'école,
commence à évoluer. On a d'abord eu ce qu'ils ont appelé une première vague, qui était sur base de volontariat, donc on nous présente le sujet, et y étaient invitées les personnes motivées, donc qui ont essayé, des heures ont été dégagées, on était parfois mis hors de notre classe pour être formés à cette façon de collaborer, pendant que d'autres personnes prenaient notre classe, que ce soit des ALD ou des collègues de remédiation. Là, tout le monde était très content, ça marchait bien, et c'était intéressant. Donc il faut aussi savoir que je vais un petit peu descendre, professeur, du point de vue où ça s'est passé dans mon école, mais je vais terminer en disant qu'il y a du positif qui en ressort. Donc il ne faut pas juste voir ça comme une sorte de diablerie du cégep ou proposée par McKinsey. Ensuite, ça a été fortement conseillé par la direction de s'inscrire dans ces vagues et d'avancer dans le projet. Certaines personnes ont commencé à ne pas être d'accord ou à dire « bon, j'y vais parce qu'il faut bien, un jour on va nous obliger ». Ce qui est finalement arrivé vers la fin, ça a été imposé à toutes les personnes et certaines personnes ont participé à Professor, se sont fait former et ont fait acte de présence en disant « bah oui, c'est super, très bien, maintenant je vais continuer mon train-train de vie habituel ». Maintenant, l'évolution de Professor ici à l'école, donc là je ne sais pas combien d'années on est, je dirais peut-être 3 ou 4 ans que ça a commencé. Il y a donc le groupe d'enseignants qui est au-dessus, qui maintenant au stade actuel, ce qui reste de Professor par rapport à ces enseignants, c'est soit la direction nous propose de travailler sur certains thèmes, certains sujets, en disant voilà vous allez faire Professor, mais de mon avis, ils nous disent que l'on fait du Professor, mais c'est juste une façon de dire voilà on a un sujet, travailler ensemble et parlez-nous-en. Ensuite, il y a certains collègues qui font encore des tableaux blancs entre eux, entre cycles, donc qui échangent toujours cette idée de ben moi cette semaine j'ai fait ça comme chose que j'estime très positive dans ma classe, je le partage, ou j'ai des difficultés, qui peut m'aider, qui peut me donner son avis. C'est une minorité, mais ça existe encore. Et finalement, il y a aussi des groupes de travail libres, la façon dont j'ai appelé ça, qui sont spontanés, qui conduisent parfois à des réflexions pédagogiques générales. Par exemple, à l'école, on a travaillé avec certains collègues sur le français langue de scolarisation, ou récemment, on a parlé de la gestion de discipline. C'est des choses qui sont apparues spontanément. Un collègue s'est dit, tiens, ça c'est un sujet intéressant, je vais le proposer. Et parfois, ça déborde en fait de ce clos de quelques enseignants vers des initiatives et vers la création de projets d'école. Alors, pourquoi ce manque de pérennisation de Professor ? De mon point de vue, c'est un mélange entre imposition de la direction et investissement, et à un moment quand on impose trop, comme le disait Pierre, les personnes n'ont plus spécialement envie de participer, ils ne se sentent pas impliqués, c'est imposé, on n'a pas le choix, à quoi bon le faire si moi je n'y vois aucun intérêt ? Donc de nouveau, mais ça c'est pas le sujet que moi je vais amener, c'est plus Pierre qui l'a amené, il y a aussi la question de l'implication de la hiérarchie, et le fait de se sentir impliqué dans un projet, et aussi comme dans l'école de Tanguy, où les enseignants prennent part à l'édifice. C'est eux qui créent eux-mêmes les cours, qui créent eux-mêmes le fonctionnement de l'école. Qu'en retenir ? Parce que finalement, comme je disais, il n'y a pas que des points négatifs. Donc moi, je suis arrivé à la conclusion que le professeur a le mérite d'exister, mais il n'a pas réussi à subsister au changement, à subsister peut-être à la façon de fonctionner de l'école. Donc c'est vrai que ça vient à la base d'une sorte de management qui a été transposé dans l'enseignement. On passe peut-être d'un milieu plus libre à quelque chose avec beaucoup plus d'inertie qui est l'enseignement. Mais ce que j'en retiens, c'est qu'il y a eu, chez nous en tout cas, des initiatives spontanées. C'était une façon ce professeur a montré en quelque sorte, tiens, en fait, vous avez le droit, vous enseignants, dans votre école, en tout cas chez nous, dans notre école, de pouvoir amener des projets, d'en discuter et d'essayer de vous lancer dans certaines choses. Ça a permis donc d'avoir des réflexions. Souvent, il y a plus dans 2 têtes, 3, 4, 5, bon, peut-être pas 15, parce que parfois, à force de discuter, on tourne en rond et ça ne donne rien. Ça a ouvert aussi vers d'autres cycles, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans Professor, l'idée aussi était, je ne sais pas si c'est l'idée de Professor à la base ou des directions, mais de nous faire regarder ailleurs que dans nos classes. Donc voilà, moi je travaille en 3-4 et c'était de nous faire dire « regarde, toi en dessous, il y a aussi des collègues en première, deuxième, ils font des choses intéressantes. Et regarde tes collègues en 5-6, ils attendent des choses de toi aussi, il serait peut-être bien de discuter avec eux. » Ça a mis en place un espace de liberté pédagogique. Donc oui, vous avez le droit de discuter, vous avez le droit de créer des choses. Et chez nous, à l'école, je ne pense pas que c'est le cas dans toutes les écoles. Dans certaines écoles, ce sera sûrement plus présent, dans d'autres écoles, moins présent. Mais chez nous, on a une sorte d'approbation passive de la direction qui fait que quand on se lance dans des projets, s'ils sont au courant qu'on commence des projets, ils vont généralement dire
ah oui, ça a l'air intéressant, vas-y, lance-toi, essaye, on verra bien ce que ça donnera. Et si finalement on est motivé et qu'on voit que ça marche et que la direction y a un intérêt, ils peuvent aller jusqu'à nous soutenir et par exemple proposer des concertations d'équipe où on peut partager ce qu'on a vu. Et pour terminer, moi j'ai aussi remarqué que peu d'enseignants sont investis. Finalement, on a lancé un projet, donc je disais le français langue de scolarisation chez nous à l'école. On en a parlé à beaucoup d'enseignants, donc c'était une concertation commune. Et finalement, on en est sorti. Les personnes intéressées, finalement, étaient les personnes qui ont pris part à la création du projet et 2-3 personnes qui ont orbité autour. Alors, conclusion, collaboratif et obligation ne sont pas compatibles. En tout cas, ça ne semble pas fonctionner. Une méthode et des outils ne sont pas suffisants. C'est intéressant, ça nous a servi, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on peut donner certaines manières de fonctionner. On peut même apprendre, parce que c'est ce que le professeur a fait, apprendre à utiliser les outils, mais si on n'arrive pas à se les approprier et qu'on n'y voit pas spécialement d'intérêt dans sa propre pratique, ils vont vite être abandonnés. Une dimension sociale et humaine est primordiale. Et de nouveau, peut-être que dans le fait d'amener que des outils et des méthodes, on oublie ça, mais travailler avec certaines personnes est parfois de l'ordre de l'impossible. On se rend compte que certains collègues ont des pédagogies qui sont aux antipodes des nôtres. Donc, passer du temps à concerter, à créer des choses avec des collègues, et finalement que nos collègues, on se rend compte qu'ils sont occupés de freiner la motivation qu'on a parce qu'ils ne comprennent pas, et qu'on dépense des tonnes et des tonnes et des tonnes d'énergie pour s'adapter, pour se plier, pour formater, pour expliquer. Voilà, comme on disait là tantôt, on n'a pas non plus un capital temps infini. Donc, c'est plus efficace parfois, et je pense que c'est naturel, qu'on abandonne avec certains collègues et qu'on préfère se canaliser vers d'autres personnes qui comprennent de quoi on parle et qui ont plus ou moins une vision commune. Mais c'est peut-être un défaut ce que j'explique, parce qu'il y a bien un moment où il faudra partager à tout le monde et rendre ce qu'on a créé compatible avec toutes les façons de travailler. À nouveau, je le redis donc dans la conclusion, je pense que c'est très important d'avoir un soutien hiérarchique de sa direction, qu'il soit passif ou actif, peu importe, mais qui laisse cette place et qui montre que c'est une chose positive dans l'école et qui encourage aussi à ça. Et pour terminer, je me demande si la posture réflexive n'est pas plutôt quelque chose, un état d'esprit qui doit être appris. Et ici, je fais le lien avec la formation. Donc, être capable de remettre en question sa propre pratique, c'est quand même une posture qu'il faut avoir et une posture qui s'apprend. Parce qu'à l'école normale, parfois, on va nous dire « Oui, tu fais ceci, c'est super, cette pédagogie-là est totalement en panique, c'est très mauvais dans les écoles, il faut que tu fasses ce type de pédagogie, c'est vraiment génial. » Ok, oui, mais une fois qu'on est dans notre classe, devant notre pratique, il faut pouvoir s'adapter. Les recettes, à mon avis, j'apprends rien à personne, hein. Les recettes ne s'appliquent pas comme ça dans une classe, il faut pouvoir s'adapter. Et finalement, la question, c'est est-ce que dans notre formation d'enseignant, est-ce qu'on nous a appris, nous, à pouvoir remettre en question notre propre pratique? Et donc, est-ce qu'on nous a appris à travailler avec d'autres collègues qui vont confronter notre pratique à la leur et remettre en question ce qu'on fait? Moi, je conclus sur ce petit point de formation. Merci.